Bonsoir. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, MBA de l'École nationale des ponts et chaussées, maîtrise en économie et DES en banque et finance de l'Université de Bordeaux, DES en système d'information et de gestion de l'Université Paris-Dauphine, auteur de nombreux ouvrages, novateurs sur les questions de développement. Mon hôte est un expert international sur les questions économiques également, ayant plus de 26 ans d'expérience dans le domaine, dans le conseil au gouvernement et aux entreprises en matière de développement du secteur privé, de stratégie d'industrialisation et de gestion des finances publiques. Pendant près de 15 ans, il est conseiller principal pour l'Afrique au conseil d'administration du Fonds monétaire international, chef de mission pour le développement du secteur privé à la Banque mondiale et responsable de la stratégie pour l'Amérique latine et les Caraïbes à la Société financière internationale, SFI. Il remporte des prix d'excellence à la Banque mondiale et à la SFI pour la qualité de ses projets. Bien avant tout cela, cette tête savante était cadre dans des entreprises multinationales en Europe. Durant son parcours, Eugène Nyambal, puisqu'il s'agit de lui, travaille dans plus de 30 pays en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Au moment donc où nous allons faire cet entretien qu'il nous accorde, il est conseiller à la Banque africaine de développement sur les programmes et projets de gestion des finances publiques et de développement du secteur privé. Déjà installé dans le mythique fauteuil rouge, je vous dis vraiment infiniment merci Eugène d'avoir accepté cet entretien dans le cadre de cette émission. Je vous remercie. Bienvenue au Cameroun, j'ai envie de dire. Merci, je suis arrivé tout à l'heure. Alors vous êtes dans la sous-région? Oui. Avec la BAD? Je suis en mission dans la sous-région, en Guinée équatoriale. C'est une mission conjointe avec le FMI, donc j'y retourne dans quelques jours. Conseiller à la Banque africaine de développement sur les programmes et projets de gestion des finances publiques et développement du secteur privé en Afrique. Ça renvoie à quoi tout cela? Je suis consultant auprès de la BAD sur les problèmes de gouvernance et le développement du secteur privé. En clair, je donne des conseils pour faire des programmes de gestion des finances publiques. Vous savez que nos pays sont en crise en ce moment. Le FMI intervient un peu partout. Donc, du côté de la BAD, je donne des conseils pour mettre en œuvre des programmes conjoints avec le FMI. Et puis, j'aide également à développer des projets de développement du secteur privé et de diversification de l'économie. Alors, et si on faisait un état des lieux des finances publiques, peut-être, du secteur privé africain, qu'en diriez-vous? Ça dépend des pays. Okay. Si je peux être spécifique dans le cas de la CEMAC, nous savons que notre sous-région est frappée par la crise depuis la chute des prix du pétrole en 2014. Donc, il y a également des problèmes sécuritaires dans la sous-région qui ont contribué à déstabiliser un peu les finances publiques de nos pays. Et dans ce contexte, le Fonds monétaire est revenu en force et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et si on compare peut-être, c'est souvent le cas, puisque nous sommes dans la zone francophone, avec la zone CEDEAO, qu'en diriez-vous? Disons, la zone économique d'Afrique de l'Ouest est moins frappée par la crise que nous, parce qu'elle dépend moins des matières premières telles que le pétrole. Okay. Il y a eu un choc formidable ici chez nous, parce que les prix du pétrole ont chuté de plus de 50%. Donc les recettes de l'État ont baissé. Et par rapport à ça, au niveau des dépenses, il faut continuer à faire fonctionner l'État, et dans un contexte très difficile. Alors que du côté de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'il y a une crise économique avec
la chute des prix du coton et des autres produits, mais la crise est moins marquée que chez nous. Et du fait de la crise, comme vous le savez, on a le niveau de devise qui a baissé et on a du mal à faire face à nos dépenses. C'est pourquoi on a fait appel au FMI. Le fameux FMI, j'ai failli dire à nouveau. Alors, vous êtes l'un des rares cadres, sinon peut-être le seul, ayant été au Fonds monétaire international et avoir été limogé 2 fois. Je veux dire que c'est une ardence que vous portez. Hein? Non, c'est des choses qui font partie de la vie. Parfois, vous donnez le meilleur de vous-même. Et il y a des circonstances qui interviennent. Mais je pense que au FMI, j'ai loyalement servi l'institution. J'ai également très bien servi mon pays et les autres pays africains. Effectivement, je suis parti du FMI la première fois. J'étais conseiller principal au FMI depuis les années 2000 jusqu'en fin 2003. Et puis, on a changé d'administrateur et qui a voulu renouveler son équipe. Et il y a mon collègue, il a voulu renouveler au niveau des représentants du Cameroun au Conseil. C'est à cette occasion que j'ai eu à travailler avec le ministre Essimi Meignet, qui avait rejoint notre équipe. Ancien ministre de l'économie et des finances. L'ancien ministre de l'économie et des finances. Donc nous avons travaillé ensemble et à un moment, l'administrateur a estimé qu'il ne fallait pas plusieurs Camerounais. Donc c'est comme ça que je suis repassé à la SFI. Et puis je suis revenu au FMI en 2007. Bon, mais là, c'est une autre histoire. Ah, une histoire qui a été marquée par l'affaire Géovic. Pour préciser, Essimi Meignet a plutôt été ministre des Finances. Alors, c'est l'affaire Géovic. Je veux dire, avez-vous déjà évacué cet épisode de l'affaire Géovic qui est à l'origine de votre deuxième départ du FMI? Disons, tout ça, c'est le passé. Et bon, ce qui est arrivé malheureux, mais je n'ai fait que défendre mon pays et les intérêts de mon pays. Dans cette affaire rocambolesque. Projet foireux dans un secteur minier. Oui, embryonnaire. Disons ce qui se passe. Quel était mon rôle au FMI? En tant que conseiller principal, j'avais un double rôle. Le premier, c'était de préserver les ressources du FMI au nom des actionnaires. Le deuxième rôle, c'était de conseiller les pays africains dans les négociations avec le FMI. Et puis, comme vous le savez, dans notre pays, il y a eu les émeutes de la faim en 2008. Et après cela, le programme du Cameroun a déraillé. Et le Cameroun est venu négocier au FMI. Et dans le programme d'investissement, il y avait le fameux programme Géovic qui a attiré mon attention. C'est un projet minier dans l'est du Cameroun. Je pense que c'est la plus grande réserve du Cameroun de cobalt, nickel et diamant. Alors, ce qui a un peu attiré mon attention, c'est que c'est une société qui a été créée avec un capital de 10 millions de francs CFA et qui avait une concession de 25 ans renouvelable jusqu'à épuisement des ressources. Et le hic là-dedans, c'est que Géovic, qui contrôle la société du Cameroun, était basé aux îles Caïmans. Et l'argent que le FMI devait approuver devait servir en partie à payer des contributions au capital pour quelques individus non identifiés. Et c'est cela qui a attiré notre attention. Et dans les discussions, nous avons proposé que, étant donné que c'est l'argent public qui était en jeu, que lorsque l'État voudra sortir de Géovic, qu'il revende ses actions au public sur la place boursière. La deuxième recommandation, c'était de dire que le Cameroun, le gouvernement, devait contacter la Banque mondiale pour
introduire plus de transparence dans le secteur minier. Donc, c'était ça les termes de la négociation. Et subitement, curieusement, lors de la prochaine mission du FMI au Cameroun, j'ai été informé que je ne participerai pas à la mission. Et quelques temps plus tard, je suis venu au Cameroun à titre privé. Il a été porté à mon attention que certaines actions étaient envisagées contre moi par certaines personnes. Donc je ne connaissais pas la nature du danger. Donc finalement, je suis retourné aux États-Unis et puis 2 semaines plus tard, j'étais à mon bureau. On m'a appelé, je croyais que c'était une réunion normale. Et on m'a tendu une enveloppe avec une lettre en une ligne. À partir de demain, vous ne travaillez plus au FMI sans aucune explication. J'étais un peu surpris parce que, bon, j'étais un peu le doyen de l'équipe et puis j'apportais une contribution significative pour la représentation de l'Afrique. J'ai pris mon mal en patience. Donc j'ai attendu quelques mois et lorsque le chef de l'État est allé aux assemblées annuelles des Nations Unies, j'ai pris la peine de quitter Washington pour aller à New York pour essayer de lui expliquer parce que je représentais quand même le Cameroun officiellement au FMI. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et puis, j'ai vu des développements dans la presse où les gens disaient que je m'opposais aux intérêts du Cameroun au FMI. Mais j'ai commencé à travailler pour le Cameroun. Je suis entré au FMI sans être en contact avec le gouvernement. Et j'ai travaillé de manière très fidèle depuis 2000. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même pour défendre les intérêts de mon pays. Avez-vous appris que cette entreprise, Geovic, est revenue au Cameroun en février 2018? J'ai eu quelques échos sur cette entreprise. Alors, j'ai oublié la deuxième partie de l'affaire Geovic. C'est que donc, tout ceci se passe en 2009. Oui. Et puis, en 2012, à l'issue d'une compétition entre firmes, je suis sélectionné pour appuyer la BAD pour mettre en œuvre sa stratégie secteur privé en Afrique. À ma surprise, j'y vais et je retrouve le dossier Geovic. Et comme par hasard, quelqu'un avait entendu que j'étais Camerounais et qui travaillait sur le dossier, qui me dit, mais on a un très bon projet minier ici avec une demande de financement de 180 millions de dollars. Alors, ceci a fait tilt dans ma tête. La personne m'a donné toutes les informations. Et puis, étant donné que sur le dossier Geovic aux États-Unis, c'est une ONG de lutte contre la corruption qui défendait le dossier. Donc, j'ai partagé l'information avec eux. Et c'est comme ça qu'on s'est assuré que, après les 60 millions de dollars pris auprès du FMI, que cette entreprise n'aille pas prendre l'argent auprès de la BAD. Okay. Et je reviens donc à ma question. Oui. Geovic est revenu au Cameroun en février 2018. Êtes-vous au courant? En février 2018. Il paraît que cette société est revenue. J'aimerais comprendre pourquoi faire. Ben, c'est tellement pour développer, pour progresser dans le projet initial. Ce dossier n'est pas revenu sur vous, sur sa nouvelle forme? Non. Mais je ne pense pas que cette société ait les capacités pour développer le projet minier de Kamuna. C'est la plus grande réserve du Cameroun. J'ai étudié les données de cette entreprise de près. Elle avait des actions qui valaient à peu près 25 $ par action. Et au niveau de la bourse, elle a eu beaucoup de problèmes. Donc je ne pense pas qu'elle ait les ressources financières nécessaires pour développer ce projet. Que faut-il exactement pour développer ce projet? Il faut d'abord une expertise.
dans le secteur. Ça veut dire qu'au moment où on parle, on n'a pas définitivement évalué le niveau de réserve exact en termes de potentiel de production qui existe. Non, je pense que toutes les données laissent à penser qu'il s'agit de grandes réserves. Okay. Mais c'est au niveau de l'octroi des concessions minières. En fait, c'est au niveau du partenaire stratégique qu'il faut choisir l'entreprise qui a les capacités techniques, les capacités financières à développer ce type de projet au bénéfice des populations locales. Donc, elle va venir, elle va faire de l'argent, mais c'est le type d'activités qui peuvent aussi apporter un peu de développement dans l'est du pays. En termes de potentiel, sur le plan peut-être emploi, ça représente quoi? Disons, mon expérience montre que malheureusement le secteur minier est un secteur, dans notre jargon on dit un secteur à forte intensité capitalistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exploiter les mines, il faut mettre beaucoup de capital et ça crée peu d'emplois. Les mines absorbent beaucoup de capital, mais ça crée... Donc ça a un effet sur le tissu économique et social local un peu limité. Et c'est par rapport à ça qu'il faut que le gouvernement développe à côté des politiques spécifiques de contenu local pour qu'une partie de la transformation de ces produits, qu'une partie de ces activités puisse bénéficier aux populations locales. C'est faisable, on l'a fait ailleurs, au Nigeria, un peu partout. C'est des choses qu'on peut faire ici chez nous. Et pourquoi on ne les fait pas, selon vous? Là, c'est une question difficile. Je pense que lorsque vous aurez l'occasion d'inviter les membres du gouvernement, vous pourrez leur poser cette question. Alors, cela dit, vraiment, ça c'est une question... Vous êtes Camerounais, vous avez travaillé au sein du FMI, vous êtes aujourd'hui avec la Banque africaine de développement, vous avez eu un pied à la Banque mondiale, il y a eu la SFI. En même temps, vous savez un peu le ressenti que l'Africain, le francophone, le Camerounais a vis-à-vis du FMI. L'image qu'on a de cette institution, dont on se dit, elle nous donne de l'argent, elle en reprend le double et nous prive pratiquement de tout. Je veux dire que, de ce point de vue, comment vous vous sentez? Je ne veux pas être péjoratif, mais je le dis comme je le sens. Le traître de la famille? C'est une bonne question. Oui, j'ai travaillé au FMI, à la Banque mondiale et à la SFI. Et en ce qui concerne la BAD, je ne m'exprime pas ici en tant que cadre de la banque, je suis consultant à la BAD. D'accord. Donc, alors que dans les autres structures, j'étais un cadre de ces structures. Aujourd'hui, j'assiste la BAD comme je peux assister d'autres structures. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que quand on travaille au FMI, on est un traître pour son pays? Cette question m'est revenue une fois en Afrique de l'Ouest, lorsqu'on était reçu par un chef d'État qui m'a dit « Mais vous, les Africains, vous travaillez pour le FMI, vous êtes des traîtres. » Et vous asphyxiez tous les jours. Oui, je pense que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons. Je pense que chaque fois que j'ai pu donner des conseils de manière formelle ou informelle au gouvernement africain, je l'ai fait. Et j'ai toujours été disponible à ce niveau. La deuxième, c'est que j'ai écrit plusieurs ouvrages et parfois qui allaient à l'encontre des politiques et recommandations du FMI. Quand je prends l'exemple de mon pays, lorsque nous avons obtenu la réduction de la dette, dans le cadre du point d'achèvement, j'avais donné des recommandations spécifiques pour dire comment on doit faire pour ne pas retomber dans les programmes d'ajustement. Maintenant, de l'autre côté, quand on regarde, le FMI ne s'invite pas seul dans les pays. Ce sont nos erreurs qui invitent le FMI. Et j'ai toujours dit dans toutes mes interventions que normalement,
Le FMI, c'est un peu comme un médecin. C'est comme une clinique, on ne doit pas y aller pour y rester en permanence. C'est ce qu'on n'a pas compris. Et le mandat du FMI, le FMI n'est pas une banque de développement. Le FMI est une institution financière qui vous apporte une assistance lorsque vous avez des déséquilibres, vous n'arrivez pas à ajuster votre budget, il y a des problèmes de balance des paiements, c'est-à-dire vous avez un déficit avec l'étranger. Le FMI vient vous donner des soins, mais c'est des soins qui sont faits pour une période, une courte période. Malheureusement, beaucoup de pays africains ont transformé les interventions du FMI en politique économique permanente. C'est une erreur parce que c'est des politiques de stabilisation à court terme. Donc le FMI est revenu dans nos pays au niveau de la CEMAC. Je vous ai dit avec la chute des prix du pétrole, tous les problèmes sécuritaires qui font que nos finances publiques ont été mises à mal. Et je veux dire que le FMI se plaît dans ce rôle d'assistant permanent, on pourrait aussi croire. Sinon, à un moment, il aurait dit, j'interviens, je prends un exemple, 5 ans durant, et puis après, quels que soient les résultats, moi je me tire. Il aurait pu se le dire aussi. Je pense que vous avec les questions que vous posez, je pense que vous auriez pu travailler au FMI. Parce que vous me rappelez, non, c'est une excellente question. Il me souvient que nous avons eu ce débat au FMI. Il y a une dame, Madame Kruger, qui a été économiste en chef de la Banque mondiale et qui est venue au FMI. C'est un peu les penseurs de l'économie, elle est un peu à droite, aux États-Unis. Elle avait introduit un débat au conseil d'administration sur les pays qui restent durablement dans les programmes du FMI. Alors, la question qui se posait, c'était de savoir, bon, c'est des programmes triennaux, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Alors, c'était de savoir si un pays fait 3 programmes successifs, ça fait 9 ans. Est-ce que le FMI doit le sortir de force ou pas? Ah ouais. Bon, malheureusement, ce sont les pays africains eux-mêmes qui ont dit, mais quand un pays est encore convalescent, il faut l'assister. Tant qu'il n'est pas debout. Et ça fait que beaucoup de pays sont restés pendant 20 ans. Et je vous signale que ces programmes, c'est des programmes de 6 mois. C'est-à-dire, c'est un horizon de 6 mois renouvelable. Et je pense que quand on a une ambition de développement, quand on a une vision, on veut transformer son économie, on ne peut pas, sur une vingtaine d'années, se baser sur des programmes d'ajustement à courte durée. Voilà. Alors, on va reparler économie peut-être un peu après dans l'émission. Essayons de parler de politique intérieure. Alors, tout le monde connaît un peu le contexte, hein, politique, économique, socio-culturel et sportif. On aura la CAN. De prime abord, quand vous passez le Cameroun au scanner, qu'est-ce que vous y voyez? Par rapport l'environnement, une question d'ordre général, question politique, économique, sociale. Comment vous percevez le Cameroun aujourd'hui, peut-être en termes d'état de santé dans les différents secteurs? Je peux commencer par dire ce qui me revient souvent de mes amis, que c'est un pays qui a un potentiel énorme. C'est un pays qui a, en termes de ressources humaines, de ressources naturelles, et c'est un pays qui a la chance d'être bilingue. Et c'est un pays qui est adossé au marché le plus important d'Afrique, le Nigeria. Maintenant, quand on voit le gap, l'écart entre ce potentiel et les performances réelles, on a mal pour notre pays. Et vous avez mal parce que vous y mettez entre les deux la gouvernance. On a mal pour notre pays parce que on voit comment nos compatriotes souffrent. On voit qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. On voit qu'il y a des problèmes sociaux. Alors que notre pays a tout pour jouer un rôle moteur en Afrique. Et donc, quand je regarde aujourd'hui, il y a des problèmes d'ordre politique. On a la crise à nos frontières qui risque malheureusement de retarder davantage nos efforts de développement.
Alors justement, question politique, il y a la crise anglophone, mais je veux davantage vous prendre sur le plan économique de cet aspect-là. Sur le plan géostratégique, de prime abord, l'argument que les uns et les autres essayent de vendre, c'est qu'il s'agit d'une bataille entre puissances qui instrumentalisent les uns et les autres dans le coin, pour déstabiliser et s'accaparer des richesses du sous-sol. Pour vous, ce serait un raccourci de le dire ainsi? Oui, je pense que la crise anglophone est plus complexe que cela. Je pense qu'il y a une dimension interne où les enfants et les gens d'un même pays n'ont pas réussi à s'entendre et à régler les problèmes de manière pacifique. C'est l'un des ressorts de la crise. Au départ, il y avait des revendications corporatistes qui ont débordé. Maintenant, sur la dimension géostratégique, je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer à ce sujet. Cela étant, je reconnais que la zone de la CEMAC a une importance capitale en Afrique. Tout le golfe de Guinée a une importance capitale aussi bien au niveau de ses ressources pétrolières. Donc je ne saurais... Donc, sur le plan géostratégique, je pense qu'il pourrait y avoir des puissances qui pourraient essayer de jouer à ce jeu, mais la solution appartient d'abord aux Camerounais. Puisqu'on en parle assez souvent, quelles sont les richesses des ressources du sol qu'on trouve dans cette zone-là, Bakassi, autres, nord-ouest, sud-ouest, de façon, juste pour avoir une idée? Il me revient à l'esprit qu'il y a du pétrole. N'oubliez pas que le Nigeria est un grand producteur de pétrole. Et il y a des nappes aussi du côté du Cameroun. C'est une zone très riche au niveau du pétrole. C'est une zone, il y a le port de Limbé qui est un port stratégique aussi. Et je pense que parfois dans la vie, on peut essayer de transformer des défis en solutions. Quand je regarde toutes les richesses de cette région, je pense que dans le cadre d'une bonne politique de décentralisation et d'aménagement du territoire, on pourrait exploiter ces richesses au bénéfice de l'ensemble du Cameroun et des populations locales également. Que coûte cette crise au Cameroun? Elle a un coût énorme, à plusieurs niveaux. Il convient de souligner que cette crise s'additionne à d'autres crises existantes. On a le problème de Boko Haram dans l'extrême nord. On a des troubles au niveau de la frontière avec la Centrafrique. Mais quand je prends le cas spécifique de la crise anglophone, le coût est d'abord au niveau du vivre ensemble, qui est en train de se dégrader. On a toujours eu, dans toutes les générations au Cameroun, cette fierté d'appartenir à ce beau pays. C'est ça qui est menacé par la crise. Sur le plan économique, la crise a des effets énormes. Je vous prends un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ensemble de la sous-région et la CEMAC est en crise avec la baisse des prix du pétrole. Donc, déjà, au niveau des recettes pétrolières, bon, il y a des problèmes, il y a des problèmes au niveau des recettes. Maintenant, prenons au niveau, je prends les recettes de l'État. Prenons la deuxième source de recettes, c'est au niveau des impôts. Quand on regarde au niveau des impôts, le nord-ouest, sud-ouest, c'est notre frontière avec le Nigeria. Absolument. Et lorsque l'activité économique est désorganisée dans cette frontière, sans oublier la crise du Nord, c'est des pertes de recettes énormes pour notre pays. Vous y ajoutez le fait que, peut-être on va aborder cette question plus tard, que du fait des APE, on a signé des accords qui vont faire que les recettes douanières vont baisser. Donc, on est dans un contexte où il y a la crise du pétrole, il y a la baisse des recettes fiscales des impôts à travers la crise anglophone, il y a la baisse des recettes douanières, mais en bas, à côté de ça, les dépenses de l'État restent rigides.
Il faut soutenir l'effort de guerre, déployer les troupes sur toute l'étendue du territoire. Il faut continuer à faire fonctionner l'État. Il faut préparer la CAN. Il faut continuer à investir pour les écoles, la santé, les hôpitaux pour notre population. Donc, à mon avis, c'est une crise qui a un coût énorme et il faudra qu'on fasse tout parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une crise durable parce qu'elle peut complètement déstabiliser les finances publiques du Cameroun et nous remettre sous les fourches codines du FMI et des autres bailleurs durablement, sur une période longue. Alors sur le plan politique, vous avez dit tout à l'heure, vous pensez qu'une bonne décentralisation ferait certainement l'affaire. Mais depuis 1996, et c'est l'un des arguments que les politiques d'un certain bord, généralement de l'opposition, opposent, ou du moins ceux qui sont plutôt pour le fédéralisme, opposent aux partisans de la décentralisation. L'argument là n'est-il pas porteur? L'argument de... Cette décentralisation qui est de fait dans la Constitution depuis 1996, mais qui n'est pas implémentée. Et donc aujourd'hui, pour certains, l'heure de la décentralisation est dépassée. Bon, je pense que il faut se mettre autour de la table pour reparler ensemble de la forme de l'État. Décentralisation et fédéralisme, c'est deux notions différentes. Et le seul avantage, c'est qu'elle redonne tout le pouvoir aux collectivités, aux entités locales. Maintenant, il faudra que les Camerounais puissent déterminer ensemble, à l'issue d'une phase de dialogue, jusqu'où ils peuvent aller. Maintenant, en ce qui concerne la décentralisation, malheureusement, elle est inscrite dans la Constitution de 1996, mais on n'a pas poussé la mise en œuvre de la décentralisation le plus loin possible. C'est-à-dire, sur le papier, on a dit qu'on décentralise certains pouvoirs, mais dans la réalité, il fallait, par exemple, en plus de la répartition de la décentralisation des compétences, au niveau du financement et des responsabilités, il fallait définir cela et définir des mécanismes permanents de transfert de ressources à ces collectivités pour qu'elles puissent remplir leurs obligations vis-à-vis de la population. Cet effort n'a pas été fait. Et je pense, et nous devons tirer les leçons de cet échec pour que, quel que soit le mécanisme qui est choisi, que au niveau de la gestion de la vie économique, sociale et culturelle, que dans l'avenir, que l'on s'appuie sur des régions plus dynamiques. Il faut, parce qu'un système centralisé peut étouffer l'ensemble des énergies dans les régions. Je pense que là où on devrait aller, c'est d'avoir des responsabilités décentralisées et que les gens, les responsables locaux, soient élus et tenus responsables par les populations. S'ils ne travaillent pas bien, la population pourra les sanctionner. Et puis, le fait d'avoir un système décentralisé aussi sera un bon système d'apprentissage au leadership. Les gens pourront, si on avait un système où il y a des gouverneurs élus, où il y a des autorités locales élues, ces gens apprendraient à l'échelle régionale à gérer une entité. Donc, le jour où ils viennent au niveau national pour gérer l'État central, ils sont bien préparés. Ils sont aguerris. Oui, oui. Alors, la question se pose au moment où le corps électoral est convoqué. Le 7 octobre prochain, les électeurs vont être appelés à choisir leur président. Je vous demande peut-être pas de donner des astuces aux futurs candidats qui seront retenus. Mais comment tout cela transforme ça en projet politique? Je ne vais pas en campagne non plus. Non. Sur les différents candidats? Oui, je veux dire que vous venez de ressortir l'alchimie éventuelle qu'il faut mettre en branle pour une meilleure gestion d'abord des politiques publiques, mais que le citoyen lambda se sente concerné et en profite. Alors, mais comment on fait tout ça? Je veux dire, comment mettre tout ça en projet politique pour l'intérêt du Cameroun?
Je pense qu'il faut... La meilleure formule, c'est d'inviter les différents candidats. La séquence, campagne, les différents candidats. Ils viendront. Et je pense qu'ils ont des équipes... Vous en connaissez certains? Pas tous. Non. Pas tous, okay. Non. Alors, vous avez commis un article intitulé, je vais le citer, « Pour une gouvernance au service du citoyen ». J'ai envie de dire, comment on fait pour y mettre du contenu pour une gouvernance au service du citoyen? C'était l'intitulé de votre article. Une gouvernance au service du citoyen. Je vais dire, prime abord, ça a l'air de ce discours qui revient tout le temps. Tout le monde se dit gouvernance au service du citoyen, y compris ceux qui nous gouvernent en ce moment. Et du coup, le citoyen a l'impression que c'est redondant, ça revient toujours. On dirait une formule bien mise pour tout le temps juste prendre son vote et puis après l'oublier. Alors, vous savez, la gouvernance est une question complexe et vaste. Mais les principaux messages que j'ai essayé de faire passer dans cet article, c'était de dire, quand on parle de gouvernance, on voit d'abord, l'objectif, c'est d'avoir des institutions qui posent des actes et qui font des politiques pour améliorer le bien-être des citoyens. Okay. C'est pour ça qu'on élit nos dirigeants, c'est pour ça qu'on a une fonction publique. Donc par rapport à ça, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis dit, comment peut-on améliorer la gouvernance au Cameroun? Le premier axe, pour moi, c'était au niveau des réformes de la Constitution, le vivre ensemble. Je pense que si on veut avoir plus d'impact, il faut déjà, faire quelques réformes au niveau de la Constitution. Je prends quelques exemples. Par exemple, quand on regarde notre système, on se rend compte que le pouvoir exécutif et la présidence en particulier, a un pouvoir trop important. Il écrase les autres pouvoirs. Il n'y a pas de mécanisme de contrepartie tel qu'une assemblée qui contrôle effectivement le législatif, tel que le judiciaire. Donc, parmi les propositions que je faisais, je disais que si on doit faire des réformes, la première des choses, c'est un rééquilibrage des pouvoirs pour qu'il y ait une vraie démocratie. L'un des autres axes aussi que je voyais, vous savez, dans notre système, quand on prend, les fonctionnaires sont nommés, les gens sont nommés dans la fonction publique, ils sont au service des citoyens. Et seul dans notre système francophone, c'est le président de la République qui nomme à toutes les fonctions. Je pense qu'à ce niveau aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est que lorsque des gens sont nommés à certains types de fonctions, qu'il y ait une procédure de confirmation au niveau du Parlement pour vérifier si la personne a les compétences requises, si au niveau de la moralité, je pense que, et l'autre chose aussi, je pense que le Parlement doit jouer un rôle plus fort de contrôle. Et il doit aussi pouvoir engager ses propres investigations et enquêtes, surtout dans tout ce qui concerne la gestion des ressources publiques. Ça, c'était le premier point au niveau des réformes de la Constitution. Maintenant, au niveau de l'appareil administratif et de la fonction publique, je proposais aussi un certain nombre de réformes. Par exemple, une charte des usagers de la fonction publique. J'ai proposé des mécanismes pour mieux gérer le budget de l'État, c'est-à-dire qu'il ait plus d'impact, que ce soit le budget d'investissement, que ce soit que le budget national serve davantage à organiser l'espace national. Je prends quelques exemples précis. Bon, ici, dans nos pays, nous avons la coutume d'avoir des entreprises qui vont chercher des marchés publics, mais qui ne sont pas des entreprises de production. Il faut qu'on utilise davantage le budget pour soutenir, comme le font les États-Unis et les autres, pour soutenir des entreprises qui produisent et qui créent des emplois pour nos populations. Alors, reparlons un peu économie. Oui. Vous comptez parmi les Camerounais qui, il y a près d'une trentaine d'années, ont travaillé sur le processus de privatisation
des entreprises. Alors, à l'origine, quel en était le plan? Et je dis près de 30 ans après, si vous pourriez en faire un bilan pour nous dire, à partir du plan, comment elle était mise en œuvre, où ça a déraillé, et éventuellement, si on devrait rester, ou alors si on devrait revenir si on devrait renationaliser nos entreprises, quel pourrait être le rôle des pouvoirs publics, de l'État pour redonner à l'État ce pouvoir. Tout au moins, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, je vais dire, vitales pour le pays, telles que les entreprises qui produisent l'eau, l'électricité, les énergies capitales. Alors, quel en était le plan dès le départ? C'est une excellente question. Les privatisations sont intervenues dans les années 90, dans le cadre des programmes d'ajustement avec le FMI. On nous a imposé, et à d'autres pays, on nous a demandé de privatiser un certain nombre d'entreprises avec les objectifs suivants. On a dit, lorsque vous privatisez l'eau, l'électricité, les télécoms ou les aéroports ou le port, il y aura une amélioration de la qualité de service. L'autre effet attendu, on disait qu'il y aurait une baisse des prix parce qu'il y aura plus de compétition. Le troisième point, on disait qu'il y aura plus d'investissements directs étrangers. Et la promesse, c'était de dire que par rapport à tout ça, on devait inviter des investisseurs stratégiques étrangers et l'État devait se contenter de faire la politique sectorielle, par exemple la politique de l'eau, par exemple la politique de l'énergie, et puis avoir des agences de régulation pour contrôler que les cahiers des charges des investisseurs sont suivis. C'était ça le plan initial. Absolument. Maintenant, lorsque je regarde avec du recul ce qui s'est passé, je suis un peu troublé. Je suis un peu troublé parce que quand je regarde la performance de ces différents services publics, malheureusement, on n'a pas eu, en termes de qualité, les Camerounais ne me démentiront pas si on dit qu'au niveau de l'eau, de l'électricité, il n'y a pas eu d'amélioration. Et malheureusement, on a aussi connu très peu d'investissements. Et ça fait qu'au moment où la production, où la population était en train d'augmenter, on a oublié pendant plus de 15 ans d'investir dans l'eau, dans l'électricité. Et aujourd'hui, quand on se réveille, les défis sont énormes. Donc, comment sortir de là? Je pense qu'il est difficile, dans certains cas, de revenir à la situation antérieure. Mais lorsque les performances ne sont pas au rendez-vous, je prends le cas de l'eau par exemple, je pense que le gouvernement peut reprendre certains actifs, mais à condition d'avoir une gestion plus rigoureuse. Donc, et par rapport à ça, je vois un programme où si on reprend certaines de nos entreprises publiques, il sera nécessaire de leur faire signer des programmes à leurs dirigeants, des programmes de performance avec le gouvernement. Et autour de ça, il faut également avoir un meilleur suivi. Il faut juger les gens par la performance de leurs entreprises. Mais vous connaissez notre gouvernement, je veux dire, y a-t-il pas le risque de retomber dans les mêmes erreurs qui nous ont conduit à la privatisation en l'état actuel? Le risque est énorme, mais il appartient aux dirigeants, aux responsables de faire les choix qui s'imposent. Étant donné que notre pays est en crise, les ressources sont rares, il faut qu'on s'assure qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et il faut également que les gens soient tenus responsables de leur gestion. Alors, à côté de cela, évidemment, en privatisation, ça a eu un certain nombre de conséquences, chômage, comment on appelle ça, ce secteur-là, le secteur informel, donc beaucoup de gens s'investissent, mais dans un environnement qui n'est pas forcément, légal. Alors, on a pu quand même constater qu'avec tout cela,
Si je m'en tiens aux dernières statistiques de l'Institut national de la statistique, en termes d'emploi, on n'a capitalisé que sur 0,2% des emplois, si on s'en tient à la date la plus récente, de 2015, avec des augmentations des effectifs dans les entreprises. Et justement, le plan du FMI se focalise généralement sur la stabilité financière et les équilibres extérieurs. Alors, comment créer donc de l'emploi dans un contexte de programme économique avec le FMI qui finalement limite les capacités de recrutement du gouvernement? Disons, il faut bien... il convient de signaler que ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois. Okay. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement crée des conditions, des conditions pour la création d'emplois. Et je pense que depuis quelques années, j'avais toujours mis en garde en disant attention au niveau de la montée de la dette. Attention, attention. Malheureusement, on est dans une situation aujourd'hui où, avec la crise, le pays s'est endetté à nouveau. Il est revenu dans les programmes du FMI et qui vont imposer quoi? On va couper, on va augmenter les impôts et taxes. Ça fait que les entreprises qui auront affaire à plus de charges fiscales auront tendance à recruter moins. De l'autre côté, au niveau de la dépense, tous les projets structurants, les projets d'investissement, on sera obligé de les baisser et de réduire le train de vie de l'État. Donc quand vous prenez tout ceci ensemble, il y a les perspectives de création d'emplois à court terme sont limitées. Donc c'est pourquoi il faut tout faire pour bien exécuter les programmes avec le fonds. J'ai regardé dernièrement j'appelle ça les programmes de deuxième génération du FMI dans nos pays. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que, en fait, les leviers d'ajustement qu'on avait il y a 20 ans n'ont pas beaucoup changé. Il faut un peu d'innovation dans les politiques qui sont mises en œuvre. Parce que l'effet n'est pas neutre. Je prends un exemple. Quand vous arrivez dans un pays, vous dites qu'il faut augmenter la TVA, il faut augmenter les impôts et tout ça. Ce sont les entreprises qui sont pénalisées et les perspectives de création d'emplois. Il faut, et quand on regarde entre 2000 et 2018, la structure de l'économie camerounaise et des économies des autres pays africains ont changé. Si vous faites porter l'ajustement aujourd'hui par les entreprises uniquement ou à la population à travers la TVA, les impôts fonciers, je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire. Je dis qu'à côté de ça, il faut regarder les changements structurels dans l'économie. Il y a d'autres secteurs qui émergent, tout ce qui est télécom, tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est services, tout ce qui est mine. Il faut essayer d'élargir l'assiette fiscale pour ne pas briser la classe moyenne et les entreprises dans notre pays. Mais il est clair que le chômage est une problématique de fond. Le chômage est une problématique de fond. Et à ce niveau, j'ai écrit abondamment à ce sujet. Il faut qu'on fasse tout pour sortir le plus tôt possible de ces programmes et pour avoir des marges de manœuvre pour relancer des politiques de diversification de l'économie. Donc je dis une fois de plus, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, le gouvernement fixe un cap pour dire voici ce que nous voulons devenir, voici les secteurs que nous voulons développer. Et par rapport à ça, il met en œuvre des politiques et les entreprises créent des emplois. Mais dans ce cas, donc, je veux dire concrètement, oui. Comment donc aborder la question du chômage et avoir des solutions adaptées pour, à défaut de résoudre définitivement ce qui est certainement impossible, réduire au moins la tendance qui semble être extrêmement forte? Déjà, ce qui m'a frappé au cours de ces dernières années au Cameroun, c'est que, vous voyez, on s'est beaucoup endetté. Absolument. On a fait des projets structurants
Malheureusement, pendant ce moment, le niveau de pauvreté a augmenté. Ça, sur le plan économique, c'est pas un bon signe parce que au moment où on faisait les grands travaux, ils auraient dû absorber beaucoup de main-d'œuvre. Bon, ça ne s'est pas produit. Quand on regarde aujourd'hui, par rapport aux enjeux du chômage, je pense que le premier niveau, c'est travailler sur une meilleure gestion des finances publiques. C'est-à-dire il faut que le budget d'investissement qu'il ait plus d'impact quand on construit les routes, les hôpitaux et les autres. Il faut qu'au niveau de la commande publique, les marchés publics, on peut les utiliser aussi pour soutenir davantage les entreprises camerounaises. Mais cela ne suffit pas. Vous avez des pays comme le Rwanda, vous avez des pays comme l'Éthiopie. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le Rwanda, il dépendait que du pétrole, que du café. Donc il faut, au niveau du Cameroun, avoir une stratégie pour se diversifier au niveau de l'agriculture, par exemple. C'est très important. Si on fait du bon travail au niveau de l'agriculture, ça a un impact énorme sur l'ensemble de l'économie. La deuxième chose, au niveau de l'industrialisation, il faut développer les industries dans les différents domaines. Je prends par exemple, et également utiliser la politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que on doit voir qu'est-ce que chacune de nos régions a comme richesse et comment on adapte une industrie locale. Et comment bâtir par rapport à ça pour développer les différentes industries. Bon, ça c'est le côté de l'offre, mais de l'autre côté aussi, nos jeunes sont aussi au chômage à cause de la mauvaise qualité de la formation. Il faut renforcer la formation professionnelle. Il faut que nos écoles forment davantage des chefs d'entreprise, des leaders dans leur domaine. Et au niveau des services aussi, il y a beaucoup de choses à faire dans les nouvelles technologies, dans les télécoms. Alors, vous étiez également, vous avez suivi le programme PPTE, dans lequel le Cameroun est d'ailleurs sorti à l'époque avec beaucoup de joie. Mais la grande question ici est de savoir, se dire, bon, vous le disiez peut-être autrement tout à l'heure, que le FMI n'a pas vocation à rester très longtemps. Mais je veux dire que quand un pays réussit quand même à atteindre, ou à sortir de cet engrenage de la dette, je veux dire, n'y a-t-il pas de mécanisme d'encadrement, peut-être plus aussi agressif pour respecter les conditionnalités, mais pour lui permettre de profiter donc des sacrifices qu'il a pu faire. Je dis pourquoi? Je dis parce qu'on a été content de voir que nous sommes sortis des PPTE, mais je veux dire, un peu plus d'une dizaine d'années après, nous sommes repartis au FMI dans un engrenage, je l'avais également noté, d'endettement, j'ai failli dire accéléré. Je pense, vous voyez, nous avons obtenu la réduction de la dette en 2006. Ouais. Et, les bailleurs de fonds FMI, Banque mondiale et les autres ont réduit la dette du Cameroun d'à peu près 4 000 milliards. Et c'est un effort qui a été fait sur 20 ans, de 86 à 2006, au prix de beaucoup de sacrifices. On a privatisé, on a libéralisé, on a eu, sur le plan social, il y a eu un impact énorme. Alors, lorsqu'on est sorti de là en 2006, j'ai proposé, je venais d'écrire mon livre Afrique, les voies de la prospérité, que j'ai présenté un peu partout. J'avais proposé des mécanismes pour ne pas retomber dans les programmes d'ajustement. Je proposais que le contrôle que le FMI fait un contrôle 2 fois par an. Nous pouvions avoir des mécanismes internes au niveau de l'Assemblée, où quand on vote la loi des finances, déjà on se dit il y a un niveau de déficit et d'endettement à ne pas dépasser. On fixe un plafond et tous les 6 mois, on peut faire contrôler par l'Assemblée, par la Commission des finances. Donc on aurait dû normalement dans notre stratégie d'endettement se fixer des limites nous-mêmes. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et avec les effets de la crise et la volonté de relancer l'économie,
Bon, malheureusement, on s'est lancé dans une stratégie d'endettement qui fait que depuis 2009 à 2018, on a ajouté plus de 5 000 milliards de dettes. Alors que ce qu'on nous a réduit, 4 000 milliards, c'était sur une période de 20 ans. Ça a été reconstitué entre 2009 et 2018. Et le danger de la nouvelle dette, c'est que, la grande partie de la dette est une dette extérieure. Sur 6 500, à peu près 5 000 sont la dette extérieure. C'est ça qui intéresse le FMI, qui veut que le FMI vienne voir chez nous. Le reste, c'est la dette intérieure qui fait que nos entreprises, quand elles font du travail, ne sont pas payées, ça pénalise l'emploi, ça pénalise les entreprises. Donc, il y a un fort contenu de dette extérieure, il y a beaucoup de dettes à taux non concessionnels, et il y a beaucoup de dettes aussi qu'on a contactées. Vous avez les eurobonds et tout ça. Donc, la dette d'avant, c'était une dette qui était davantage publique. Aujourd'hui, on a une dette qui est non concessionnelle, il y a une dette qui est auprès des marchés financiers et autres, et qui sera plus difficile à restructurer. Bon. Cela étant, quand je regarde la situation du Cameroun, c'est pas la pire. On n'est que à peu près à 32% du PIB. La dette, c'est à peu près 32% du PIB. C'est-à-dire 32% de la... Il y a un débat, oui. Oui, 32% de la richesse créée par le Cameroun. Quand on compare aux pays voisins, on n'est pas le pire, mais il faudra beaucoup de discipline pour, éviter de continuer à s'endetter massivement, deux, mieux utiliser les ressources de l'endettement pour faire des projets productifs qui contribuent à créer la richesse et des emplois. C'est ça qui peut permettre de dégager la ressource pour rembourser la dette. Alors justement, parlant de projets, après 2009, donc, on est rentré dans une nouvelle politique de relance économique en vue de l'émergence par la croissance, le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, entré en vigueur dès 2010. Je me souviens encore du lancement de la première opération boursière au Cameroun avec l'emprunt obligataire en 2010. Alors, quand on regarde aujourd'hui, seulement près de 8 ans après, alors que le projet est parti pour 2035, tout l'investissement, tout l'argent qui a été mis pour les infrastructures, d'abord, est-ce que le choix stratégique des investissements qui ont été opérés était le bon? Est-ce que, tel qu'il a été implémenté, mis en œuvre, on aurait pu faire mieux? Et aujourd'hui, comment recadrer tout ça? On a des barrages qui sont construits, on est toujours en manque d'énergie, on est en manque d'eau, on est en manque d'infrastructures routières, pourtant des investissements colossaux ont été faits. Vous le disiez à l'instant, l'argent qu'on avait mis en réserve semble ne plus être suffisant. Alors comment on fait pour recadrer tout ça, pour se remettre sur la voie? Disons, le contexte est plus difficile maintenant parce qu'on a moins de marge de manœuvre qu'en 2006. Ouais. Et lorsqu'on a eu le point d'achèvement, j'étais très heureux de voir que notre pays avait recommencé à se projeter dans le temps, dans l'avenir, pour diversifier l'économie, soutenir la croissance. Il y a un document qui a été préparé, qui a commencé à être mis en œuvre. Bon, malheureusement, la crise est intervenue. Bon, maintenant, en termes de démarche, je pense que la première phase de la stratégie du gouvernement, c'était d'accélérer la croissance à 7% à travers tous les grands travaux d'infrastructure. Et puis, la deuxième phase, il fallait améliorer les conditions de vie. Malheureusement, en termes de démarche, on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, c'est vrai que le Cameroun avait un déficit en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes d'infrastructures de manière générale. Mais si
je devais faire ce type de choix, je prends les exemples étrangers. Là où les investissements sur les infrastructures ont eu le plus d'impact, c'est par exemple, lorsqu'on a identifié, par exemple, des secteurs qu'on veut développer à forte croissance, on construit les infrastructures pour débloquer la croissance dans ces secteurs. Je prends un exemple simple. Ici, chez nous, on a construit des barrages, on a construit d'autres ouvrages qui sont à des niveaux d'avancement différents, mais souvent, ils ne sont pas adossés à une activité économique qui permet de tirer, de rentabiliser cela. Je viens de préparer un projet pour le Gabon, par exemple, qui s'est lancé, par exemple, ils ont créé ce qu'on appelle une zone économique spéciale pour l'exportation, la transformation et l'exportation du bois. Ils ont décidé, je pense que le Cameroun avait pris le même type de décision, que dorénavant, on n'exporte plus les grumes. Il faut la transformation locale. Il faut la transformation locale. Avec toutes les industries qui vont avec. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a lancé une zone économique spéciale où toutes les infrastructures et les services sont intégrés. On s'assure que dans cette zone, il y a un port qui fonctionne de manière aussi efficiente que les ports en Asie. Si le délai pour exporter, c'est 48 heures, on s'assure que le port a le même. Au niveau des impôts et taxes, on a baissé. Au niveau de la main-d'œuvre, on a essayé d'avoir. Donc, c'est une transformation holistique, mais qu'on peut limiter à une zone. Donc, avec ça, le Gabon a créé plus de 16 000 emplois. Et ils viennent de terminer le port de Vendo. Et c'est un pays qui a pour ambition de capter une partie importante des produits finis dans le secteur du bois. Dans le cas du Cameroun, nous avons la chance d'avoir un pays très diversifié. Moi, je pense que si, au niveau de la mise en œuvre, ce qu'on aurait dû faire, quand vous voyez toute la zone anglophone, nord-ouest, sud-ouest, il y a un potentiel pour développer des industries là-bas et des activités pour servir le marché du Niger voisin. Au niveau de l'Est, il y a toute l'activité minière. Au niveau du Nord, tout ce qui concerne l'élevage et tout ça, je pense qu'on aurait dû penser à un aménagement du territoire. En fonction de la spécificité. Et avoir plusieurs pôles de croissance. Ça évite aussi l'exode rural. Ça permet, je pense que c'est ce type d'approche qu'on doit avoir, qu'on peut avoir. C'est des choses que, lorsque j'ai commencé à travailler sur le Rwanda en 1997, lorsque je parlais d'industrialisation et de grappe industrielle, on ne croyait pas en ce qu'on faisait. Mais quand je vois les résultats aujourd'hui, les résultats sont là. On a un pays comme le Rwanda aujourd'hui. Vous savez que la plupart de nos pays, le Rwanda est devenu un pays qui attire du tourisme, qui a du tourisme de qualité. Son café ne se vend plus en vrac comme notre café. Il y a le café Made in Rwanda qui est vendu directement au magasin aux États-Unis. Donc, ils ont pu se passer de toutes les structures au milieu pour capter avoir plus de valeur. Donc, c'est des choses qu'on a faites là-bas. C'est des choses, je suis confiant. Je suis confiant que si nous retrouvons nos marges de manœuvre au niveau de la gestion des finances publiques, mon pays a un potentiel énorme. On peut le faire. Mais on peut également interroger les politiques d'ajustement qui ont été, j'ai failli dire, imposées aux pays pauvres, qui peut-être, de façon mécanique, ont encouragé l'austérité. Les politiques d'ajustement n'ont pas été imposées aux pays pauvres. Vous voyez, les politiques que l'on met en œuvre, on les choisit ou on les subit parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Vous avez des pays comme l'île Maurice qui a commencé par exporter du sucre. Après, ils se sont lancés dans le tourisme. Ils ont diversifié. Vous avez des pays comme l'Éthiopie. L'Éthiopie, il y a un boom énorme en ce moment. Non, je pense que nous n'avons pas fait les bons choix lorsque nous avons retrouvé nos marges de manœuvre.
Et je disais toujours, attention, ne faisons pas des choix qui risquent de nous pousser à nouveau dans les programmes d'ajustement. Nous y sommes. Et nous y sommes, et j'espère que nous en sortirons. Mais il nous faut bien au-delà de l'espoir. Le tout n'est pas d'espérer uniquement. Non, je pense que le Cameroun a une capacité de résilience en laquelle je fais confiance. Je pense que c'est des moments difficiles que notre pays traverse. Et j'espère que les bons choix seront faits pour sortir dès que possible de l'ajustement. Et par rapport à ça, il faut résoudre des problèmes de gouvernance et il faut s'assurer que la paix revienne durablement pour pouvoir réorganiser notre économie. Ça nous amène donc à parler des fameux accords de partenariat économique dans une économie, on l'a dit, presque, je vais dire assez, qui a du mal à souffler. On se permet encore de lever les petites contraintes douanières qui auraient pu, alors qui longtemps quand même soutenu les finances publiques. Déjà, était-ce un choix adéquat pour la structure de nos économies? Non. Je pense qu'à l'époque, j'ai commis un article où j'invitais des autorités, le chef de l'État en particulier. Je le suppliais quasiment pour dire ne signons pas ces traités inégaux. Parce qu'ils ne sont pas à l'avantage du Cameroun. Je voudrais vous lire un passage et vous me direz après l'analyse que vous en faites. Alors, c'est un extrait du bilan que fait la douane camerounaise depuis l'entrée en vigueur des APE, les accords de partenariat économique. Alors, et je cite, « Au terme de 19 mois d'existence, ce bilan se veut positif au regard des bénéfices enregistrés par les opérateurs économiques. Les pertes fiscales de l'ordre de 2,6 milliards au détriment de l'administration camerounaise représentent des gains de recettes pour les opérateurs. La valeur des marchandises ayant bénéficié de cette préférence est de 96 milliards de francs CFA pour 301 opérateurs qui en ont tiré profit sur 2800 opérations douanières. » Ça vous dit? Ils sont très optimistes. Ils sont très optimistes. Je pense qu'il ne faut pas voir la question des APE à travers quelques opérateurs qui ont fait des gains parce qu'on a baissé les droits de douane. Il y a toute la problématique de la production camerounaise et de la création d'emplois derrière. Alors, quel est mon message pour les APE? Quand je regarde pourquoi les APE ne sont pas bons pour nous, quand je fais des projections, elles montrent que d'ici 2050, l'Afrique est le continent qui aura le plus de dynamisme économique en raison de la croissance démographique. C'est le marché du futur. En face, il y a l'Europe qui est en crise démographique et qui n'a plus de marché. Donc, n'ayant plus de marché, elle n'a plus de possibilité de création d'emplois. Alors que nous, avec la croissance démographique, notre consommation intérieure peut alimenter l'émergence d'industries camerounaises ou sous-régionales. Alors, ces gens nous proposent de signer un accord par lequel nous allons baisser les tarifs douaniers, les annuler. Déjà, c'est à partir de 2021 qu'on va commencer à ressentir l'effet. Donc l'analyse qui a été faite là tout à l'heure, elle est un peu précipitée. Elle est un peu précipitée. Donc ils nous disent, vous baissez, vous annulez vos droits de douane, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on vous donne? On va éliminer toute taxe de vos exportations vers l'Union européenne. Et puis, on va vous aider à mettre en œuvre un programme de mise à niveau de vos entreprises pour accéder au marché de l'Union européenne dans des domaines comme le textile, l'agro-industrie, la métallurgie et l'électronique. Bon, quand je regarde froidement
ce sont des secteurs où l'Afrique et le Cameroun n'ont aucun avantage comparatif. Donc, en termes de coûts, beaucoup d'experts, et je pense qu'il y a l'Association des industriels africains qui a chiffré le coût à plusieurs milliers de milliards pour la douane camerounaise dans les années à venir. Et en termes de gains, qu'est-ce qu'on a? Les produits qui vont accéder à ces marchés, on a la banane, on a les fruits et légumes, on a l'aluminium, c'est à peu près 200 milliards par an d'exportation. Est-ce que, cher ami, est-ce que vous pouvez vous faire déposséder de milliers de milliards pour gagner 200 milliards? Et lorsque l'on regarde ces industries, la banane ou ces fruits et légumes, normalement, ça appartient aux entreprises européennes. Est-ce qu'elles vont se tirer une balle dans les pieds en disant que si vous ne signez pas les APE, la banane camerounaise n'entre plus chez vous? Puisque c'est elles qui font les profits, absolument, qui les rapatrient. Donc, pour moi, c'est un marché de dupes qui aura les effets suivants. Un, on va perdre en recettes douanières, donc en capacité à financer le développement économique et social. Deux, en termes de création d'emplois, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'avantage des Occidentaux, c'est qu'ils anticipent toujours par rapport à nous. Dans les années 90, lorsqu'ils ont voulu étendre leur part de marché, on a dit qu'il faut faire des privatisations. On a privatisé, ils ont tout racheté. Et aujourd'hui, quand on regarde, la classe moyenne est en train d'augmenter en Afrique. Beaucoup. On a des villes de 5-6 millions d'habitants qui sont des centres de consommation énormes. Qu'est-ce qui vient? Vous avez Carrefour, vous avez toutes ces marques qui étaient en déclin là-bas, qui sont en train de venir ici. Lorsque vous allez faire vos courses là-dedans, vous regardez, il y aura des produits made in Italy, des produits venant de France et d'autres pays. Donc ça veut dire que vous et moi ici, quand nous allons consommer à Douala, nous serons en train de créer des emplois en Italie, en France et un peu partout, alors que nos jeunes sont au chômage. Et l'autre effet aussi, c'est que ça va renforcer le déficit de la balance des paiements, de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va acheter plus à l'étranger que ce qu'on ne produit. C'est ce qui fait que le FMI vient chez nous. Donc quand je mets tous ces éléments ensemble, et l'autre point, étant donné que le Cameroun a été le seul à signer ces accords dans la sous-région, ça peut être une menace pour l'intégration régionale. Imaginez un produit qui entre au Cameroun, qui ne paye pas de droits de douane, un produit de l'Union européenne, alors que le Gabon et la Guinée équatoriale ont maintenu des droits de douane. Comment on fait? Donc on risque d'avoir quelques soucis avec nos frères et voisins d'à côté. Et le dernier point, c'est que vous savez, aujourd'hui la compétition est mondiale. Il y a plusieurs pôles de croissance, il y a les pays asiatiques, il y a l'Union européenne. Quand nous enlevons les droits de douane sur les produits européens, on est en train de subventionner les industries européennes vis-à-vis du reste du monde. Je pense que la priorité pour nous, lorsque je vois nos jeunes aller essayer d'aller en Europe, lorsque je les vois dans le désespoir mourir en mer, je souhaite que les APE, qu'on y renonce pour que tout le potentiel de croissance qu'il y a dans nos économies, que lorsque vous consommez ici, lorsque je consomme, que ça contribue sur le plan local. Que ça contribue à créer des emplois pour nos populations. Mais comment on fait pour y arriver? Ce n'est pas compliqué. Pour sortir des APE et faire la tendance inverse, créer des emplois à travers la consommation. Non, on n'est pas... Vous savez... c'est vrai qu'on est dans un accord d'étape. Oui, c'est des accords internationaux. Je pense que le Cameroun peut s'inscrire dans la dynamique sous-régionale.
en disant qu'il n'est pas prêt à signer les accords finaux tout seul, et qui va s'inscrire dans la dynamique sous-régionale pour s'assurer qu'on a une position commune. Et vous parliez de la problématique de création d'emplois tout à l'heure. Vous voyez que de plus en plus, dans nos pays, vous voyez des supermarchés qui s'installent partout. Qu'est-ce qu'il y a dans ces supermarchés? C'est des produits transformés. Tous les produits de consommation courante sont là-dedans. Mais le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand vous y allez, des jus d'orange, des produits de première nécessité, tout vient de l'étranger. Donc le défi pour nous, quand je parlais d'avoir des politiques d'aménagement du territoire avec des pôles de croissance et développer l'agriculture, le défi pour nous, c'est que dans l'avenir, dans nos supermarchés, qu'il y ait des produits fabriqués chez nous. Des pays comme la Tunisie l'ont très bien fait. La Tunisie avait une double stratégie. Quand vous allez dans un supermarché en Tunisie, vous voyez des produits qui viennent de l'Union européenne, ils coûtent 1500. Mais à côté, vous avez aussi le produit équivalent tunisien qui coûte 800. Donc, à travers le différentiel des prix, ça vous incite à consommer local. Mais par rapport à ça, c'est qu'ils ont créé des conditions, des zones économiques et des politiques pour soutenir l'émergence des industries chez eux. Ça aussi, je suis confiant, on peut le faire. Encore faudrait-il la volonté politique? Oui, il faut la volonté politique, mais au niveau de la mécanique, comment mettre en œuvre ce type de politique, c'est des choses que... Comment avez-vous apprécié justement cette décision du Cameroun de tourner le dos à la décision sous-régionale et de s'engager? Je veux dire, qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu justifier un tel choix? Disons, les arguments qui ont été avancés, c'est que nous avions une économie plus diversifiée que tous nos voisins. Et par rapport à cela, on a mis en évidence nos exportations de fruits et légumes. On a mis les produits d'aluminium. On a mis la banane camerounaise qui est en compétition avec la banane des ACP. On a dit, la deuxième chose, on a dit que c'est pour soutenir la stratégie d'émergence 2035. Parce que nous, on a une économie plus diversifiée que tous nos voisins, on a intérêt à signer les APE. Au vu des arguments que j'ai développés tout à l'heure, je pense qu'on s'est trompé. N'oubliez pas que même les États-Unis, avant la révolution industrielle, quand l'Angleterre était la première puissance mondiale, l'Angleterre a demandé aux États-Unis de signer un accord de libre-échange. Ils ont dit non, nous, on a des industries naissantes, on ne peut pas entrer en compétition avec vous parce que vous avez déjà amorti tous vos équipements, vous avez de grandes industries et on ne peut pas. C'est lorsque les États-Unis se sont développés qu'ils ont commencé aussi à demander aux autres d'entrer dans des accords de libre-échange. Donc, pour revenir au cas du Cameroun, je pense que les arguments qui ont été avancés ne sont pas justes. On va perdre en termes de recettes fiscales, on va perdre en termes d'opportunités de création d'emplois. Et le pire, c'est qu'on ne pourra pas diversifier notre économie. Pourquoi? Parce qu'on sera en compétition directe avec des industries européennes déjà aguerries, dont les coûts de production sont moindres. Et le dernier point, vous savez que les ancêtres des APE, c'est quoi? C'est les accords de Lomé, les accords de Cotonou. Donc, quand vous regardez, ça a commencé en 1995, quand vous regardez le bilan des accords de Cotonou, des accords de Lomé, qu'est-ce qu'on a exporté vers les marchés de l'Union européenne en dehors des produits de base que nous avons? Lorsque vous regardez également les accords de l'AGOA, où on ne paie pas de droits de douane, qu'est-ce qu'on exporte? La réalité, c'est qu'on n'a rien à exporter, on n'a pas grand-chose à exporter en dehors des produits de base.
on doit d'abord consolider notre base industrielle pour pouvoir entrer en compétition plus tard avec les autres. Et à l'observation, vous pensez que l'Afrique centrale, le Cameroun sont sur le chemin d'installer des industries de transformation? Non, quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, je suis très optimiste sur l'Afrique de l'Est. Je suis très optimiste. Je me souviens, dans au début des années 2000, j'avais fait un séminaire là-bas sur l'industrialisation avec le gouvernement éthiopien. Et j'avais dit à l'époque à la Banque mondiale que ce pays avait un potentiel énorme. On m'a dit, mais ce n'est pas possible. Lorsque je vois l'Éthiopie aujourd'hui, c'est la prochaine usine de l'Afrique. Lorsque je vois le Kenya, dont l'économie est très, très diversifiée, je vois la Tanzanie, je vois une dynamique. Et quelles sont les choses qu'ils ont là-bas que nous n'avons pas? Y compris le Rwanda qui devait être avec nous, essaie d'être de plus en plus dans cet espace. Quand je regarde, donc, ça pour moi c'est la partie la plus dynamique. Lorsque je regarde la CEMAC et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest a la taille critique pour développer aussi un tissu industriel diversifié, mais parfois la méthode n'y est pas. Lorsque je regarde la CEMAC, notre richesse, on a beaucoup de matières premières, mais on n'a pas la taille critique. Mais aussi, je pense qu'il y a des choix qu'on doit faire. Des choix en termes de gouvernance pour améliorer l'impact des politiques publiques. L'impact, il faut avoir des stratégies plus claires, comme quand vous prenez des pays comme le Rwanda. Chez nous, ici en Afrique centrale, bon, c'est peut-être parce qu'on est dans cette zone, une fois qu'on a l'habitude d'agir de telle sorte que, une fois qu'on a une idée, on dit voici notre vision, mais le travail s'arrête là. Et c'est là que le Rwanda, quand le Rwanda dit je veux devenir une économie diversifiée en 2020, mais ce sera basé sur le tourisme, sur les nouvelles technologies. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? À partir de cette vision, on décline ça en plan quinquennaux. Et une fois qu'on a décliné en plan, donc tous les 5 ans, on se donne des objectifs chiffrés pour dire dans tel domaine, voici ce qu'on veut réaliser. Absolument. Et autour de ça, on organise l'ensemble des politiques publiques pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire, par exemple, si on veut développer le tourisme, il y aura une politique sur l'éducation. Donc, on doit créer les ressources humaines pour ça, on doit créer les infrastructures pour ça, on doit trouver les moyens de financement pour le tourisme, on doit créer tout l'écosystème, c'est ça. Et puis, on met aussi en place des mécanismes efficaces de coordination et de suivi. Alors, peut-être une ou deux questions pour terminer. Il nous reste environ 5 minutes. Oui. C'est vrai, la question elle est vaste. Oui. La question de la monnaie, oui. Le franc CFA. Oui. Et je vais le faire bref. Oui. Faut-il, oui ou non, y rester? Faut-il, oui ou non, rester rattaché au CFA? Au CFA? Non, faut-il garder cette monnaie avec tous les mécanismes, compte opération et tout le reste? Je pense que les discussions ont avancé récemment. Il y a eu des propositions qui ont été formulées par DSK, par d'autres personnalités. Alors, à la question, est-ce qu'il faut y rester ou pas pour le Cameroun, l'Afrique centrale, pour l'Afrique francophone. Est-ce que cette monnaie nous permet de nous épanouir dans le développement, dans la croissance? Je pense que la première des questions, la première réponse, c'est que normalement, tout pays souverain a ses instruments de développement, il y a la politique budgétaire, il y a la politique monétaire, et y compris sa monnaie, il y a les politiques structurelles. Donc normalement, un pays normal devrait être maître de sa monnaie. Ça, c'est la position de principe. Maintenant, sur la question de savoir,
Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce qu'on ne doit pas sortir? Je pense qu'il faut un certain nombre de garde-fous et répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que, vu la manière dont on gère l'instrument budgétaire, les finances publiques, si on sort, est-ce qu'on va faire la même chose ou est-ce qu'on est prêt à avoir plus de rigueur dans la gestion de la monnaie pour ne pas avoir un niveau d'inflation énorme? La gestion de l'inflation se pose. Oui. Vous aviez à l'époque, sous le Zaïre de Mobutu, absolument, lorsque l'État avait besoin de ressources, on allait utiliser la planche à billets. Et donc, ça, c'est des écueils qu'il faudrait éviter. Donc, la réponse appartient aux Camerounais. Si on est prêt à mettre la rigueur nécessaire pour gérer la monnaie et le budget, oui, il faut avoir sa propre monnaie. Maintenant, lorsque je vous avais posé la question sur le bilan, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il ne faut pas rester, je lisais dernièrement les propositions de DSK. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Alors, qu'est-ce que les gens, généralement, on vous dit en termes du côté positif, en termes de bilan, on vous dit que le franc CFA a permis de réduire le niveau d'inflation. On n'est pas comme les pays où les prix peuvent varier de 200-300%. Non, ça c'est l'argument principal. Mais de l'autre côté, le contre-argument, l'argument qui milite en sens inverse contre la parité fixe et le franc CFA, c'est que, même les études du FMI montrent que les pays qui ont un taux de change fixe, comme les pays de la zone CFA, quand on prend leur croissance sur les 30 dernières années, les pays de la zone CFA ont un taux de croissance inférieur aux pays qui sont sous un régime de change flexible, comme les pays qui ont leur monnaie, comme le Maroc, comme le Rwanda et les autres. Donc, en termes de croissance, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Maintenant, en termes même de création d'activités et d'emplois, c'est que ça incite, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de contraintes au niveau des devises, ça incite à consommer tout ce qui vient de l'extérieur au détriment du développement de l'industrie du tissu local. Ok. L'autre point. Pour finir? Oui. Le dernier point, c'est qu'au niveau du CFA, c'est qu'il y a une fuite de capitaux énorme. Étant donné qu'il y a un libre transfert des capitaux entre ici et l'Union européenne, lorsque les entreprises font des bénéfices et tous les autres circuits de fuite de capitaux, le pays est exsangue. Donc, c'est l'épargne qui aurait pu servir à financer les économies locales qui s'en va comme ça. Eugène Yambal, merci. C'est moi qui te remercie. Merci de cette expertise, sans frais d'ailleurs, que vous nous avez accordé, mais c'est pour le plaisir de nos téléspectateurs, comprendre les enjeux et surtout essayer de mieux cerner nos politiques de développement public. Merci encore et bon retour dans vos activités. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci à vous également. J'étais avec Eugène Yambal, qui est expert sur les questions de finance, expert financier, mais généralement c'est un économiste qui a travaillé au FMI. Désormais, il est consultant à la Banque africaine de développement sur un ensemble de questions économiques et financières qui concernent la sous-région et l'Afrique également. Bonsoir et à la prochaine. Thank you.